Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet. Sur Arte Radio. Je continue ? Je sais qu'on n'est pas là pour se faire plaisir, mais c'est histoire de vous distraire. Vous devez pas rigoler souvent dans votre métier. Moi, en revanche, je déconne tout le temps, obligée, sinon je chiale. Il y a sûrement quelque chose entre les deux, j'ai pas encore trouvé quoi. Dans Toutes les femmes sauf une, son roman semi-autobiographique sur l'accouchement, la maternité et ses injonctions, sorti chez Fayard en 2018, Maria Pourchet note, se remémorant son adolescence, « J'essaie d'écrire, et c'est le seul repos que je connaisse. La seconde de calme inouï qui succède au point après la phrase qu'on voulait dire. Je connais cet endroit comme on connaît sa propre chair. » Cette brève confession d'une jeune mère au bout du rouleau, qui refuse de reproduire sur sa fille la litanie des paroles que la société jette aux oreilles féminines, ne fut pas de tout repos pour l'autrice. Ce livre blessera, je l'ai retenu, j'ai serré les dents, j'avais les jetons. C'est passé, je n'ai plus peur, je n'ai pas le choix. Son écriture au scalpel ne se fracasse plus ici sur l'ironie. Sa colère dissèque avec minutie les vacheries répétées par des générations de femmes, dit-elle, haineuses envers leur genre et méchantes avec toutes les excuses de la terre. Baigné de sang et de ressentiment, ce cri sera entendu par 9000 lecteurs et lectrices et salué du prix Révélation de la Société des gens de lettres. Il aura fallu 3 livres à Maria Pourchet pour atteindre une telle mise à nu. Après 2 romans d'apprentissage poliment farfelus, Avancée, vendu à 2600 exemplaires, puis Rome en un jour, vendu à 6400 exemplaires, la trentenaire commence à trouver sa voie avec un roman doux amer, Champion, en 2015, vendu à 6700 exemplaires. Ce grand déballage d'un ado gouailleur des années 90, placé en centre de repos, qui s'invente un ami sous la forme d'un loup de Sibérie, attire davantage l'attention des critiques et des libraires, et prépare l'accueil des Impatients en 2019, qui sera son dernier roman publié dans la collection blanche de Gallimard, vendu à 12 000 exemplaires, mais qu'elle n'aime pas. Ce 2e épisode revient sur une petite décennie au cours de laquelle Maria Pourchet fait ses classes. La preuve, si nécessaire, qu'on ne peut bâtir Rome en un jour. Maria Pourchet, votre premier roman Avancée sort en 2012 dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard. Vous avez envoyé le manuscrit par mail, vous nous l'avez dit dans l'épisode précédent, à Jean-Marie Laclaftine, cet éditeur que vous avez rencontré suite à une interview pour Le Républicain Lorrain. Pourriez-vous nous raconter votre premier rendez-vous chez Gallimard avec Jean-Marie Laclaftine ? Alors mon premier rendez-vous chez Gallimard, en réalité, c'était chez Vertical, avec Yves Pagès et Jeanne Guyon. Vertical qui est la branche, on va le dire un peu vite, littérature expérimentale de Gallimard. Et en fait, je devais signer avec eux. Et puis le même jour, je suis allée dans la maison mère. C'était l'été, donc il faisait très chaud dans cette maison. Je me souviens du caractère très intimidant de cette maison où sont passés les plus grands noms de la littérature, de l'odeur du bois. Et Jean-Marie Laclaftine, je me souviens de quelqu'un d'assez silencieux, de sobre dans son expression, mais très souriant. Moi, j'étais très mal à l'aise, mais par la situation. Vraiment, le poids symbolique, je le sentais. J'étais dans le sein des saints. Et ça a emprunté beaucoup mes échanges avec Jean-Marie, qui sont devenus beaucoup plus détendus et amicaux ensuite. Mais j'avais du mal à parler. Hein. Et c'est d'ailleurs ce choc académique qui a fait que j'ai signé pour La Blanche et pas pour Vertical. À la fin d'Avancée, vous remerciez Marianne Faurobert, votre première lectrice, pour la justesse de ses conseils. Quels conseils ?
Donc Marianne Faurébert, c'était la rédactrice en chef du Bateau Livre, l'émission Le Bateau Livre sur la 5 avec Frédéric Fernet. J'avais discuté avec elle de littérature, de ce qu'elle lisait, des invités qui étaient sur un plateau à un moment où j'assistais à une émission. Et j'avais été frappée par la rigueur, mais la rigueur parfois même un peu assassine de sa lecture. Et je m'étais dit, quand j'ai écrit mon premier roman, au moins cette fille-là, elle pourra me dire si c'est publiable ou pas. Et j'avais vraiment gardé ça en tête. Je la rappelle, je lui dis, vous ne me connaissez pas, on s'est croisés une fois sur un plateau, j'ai écrit un livre, personne ne l'a lu, je ne veux pas l'envoyer à un éditeur parce que si on me dit non, je vais m'écrouler. Donc s'il faut encore travailler, il faut que je le sache. Ma garde rapprochée va me dire que c'est bien, mais c'est des gens qui doivent me ménager. Vous ne me connaissez pas, vous connaissez la littérature, vous n'êtes pas éditrice. Enfin, je ne me rendais pas compte de l'ampleur du service que je lui demandais. Elle a accepté et elle m'a dit que c'était publiable. Chez Gallimard, dans La Blanche, il le prendrait. Mais il faut encore travailler des trucs de structure du texte, qui étaient très confuses par moments, des chapitres plus faibles que d'autres sur le plan stylistique. C'était des moments où je me regardais clairement écrire. Donc je lui ai renvoyé d'autres versions. C'est elle qui l'a envoyé chez Vertical. La personne avec qui j'ai plus travaillé ce livre, parce que quand je l'ai apporté à Gallimard, un livre passe au comité de lecture et c'est oui ou c'est non. Et donc tout le travail que j'ai fait sur Avancée, je l'ai fait avec Marianne Faurébert. Mais le livre n'est pas beaucoup édité par Gallimard ensuite. Non, c'est pas tellement leur politique d'auteur. Jean-Marie m'avait fait retravailler la fin, parce qu'à la fin, Marc-Ange mourait, un des personnages principaux. Il m'a dit, mais t'es sûre de ça ? C'est vrai que ça allait pas avec le registre. C'était un moment où je voulais me débarrasser du personnage. Mais en fait, il a eu raison, parce qu'aujourd'hui, je voudrais pas que ce personnage soit mort. Et d'ailleurs, en général, c'est une erreur de tuer les personnages. Ah bon ? Ouais. C'est toujours hâtif. Moi, j'ai toujours été tentée de les tuer à la fin. Ça traduit la fatigue. J'essaierai d'organiser avec vous à ce sujet une rencontre avec l'auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin. Je pense que la conversation sera savoureuse. Ce roman, Avancé, écrirez-vous plus tard, sort dans l'indifférence générale. Vous ne le voyez jamais en librairie. Oui. Vous signerez 4 romans chez Gallimard, et je crois savoir que cette expérience fut globalement décevante. Vous attendiez que votre éditeur soit à la fois votre meilleur ami, votre psy, une personne qu'on peut déranger à n'importe quelle heure de la nuit, des attentes qui sont naturellement déraisonnables. Vous attendiez surtout un vrai lecteur, capable de reprendre le manuscrit ligne à ligne et de discuter de tout. Or, ça n'arrivait jamais, ou très peu. On est tellement chez Gallimard que, à l'époque, ils étaient 4, les éditeurs de La Blanche. Le comité de lecture dit oui ou dit non. Quand il dit oui au texte qu'on a présenté. C'est superficiel, ce qu'on travaille. Les délais sont compressés, il ne s'agit pas de faire 4-5 jeux d'épreuves. Et le volume de temps, de ressources que j'imaginais m'être accordé quand on était... avant que je publie mon premier roman, en fait, quand j'avais plein d'illusions, ils ne l'ont matériellement pas. Ce qui est malheureux pour la littérature. Il y a plein d'auteurs Gallimard qui vous diront que ça leur va très bien. Qui oui, ont pas, mais c'est paresseux, je trouve. Ça part du principe que ce qui est fourni est forcément exceptionnel, génial, et qu'il n'y a pas de marge de progression possible à partir du texte rendu. Or, ça arrive, mais c'est très rare. Quand un éditeur propose un livre au comité de lecture, c'est qu'il est sûr qu'il est suffisamment travaillé. Et s'il pense qu'il n'est pas suffisamment travaillé, il ne passe pas au comité de lecture. Ça m'était arrivé avec Champion, où Jean-Marie m'a dit c'est une chronique, ça manque d'articulation. Donc, il donne des indications et ensuite, je repars avec mon manuscrit et je le travaille. Le fait de travailler ligne à ligne sur un manuscrit, j'ai connu ça avec Stéphanie Pollack, chez Pauvert. Comme je bossais à côté, j'avais pas tellement de temps à accorder à de la réécriture. Donc, quand moi-même, je faisais lire mes livres à Jean-Marie, pour moi, c'était terminé. Ce que j'ai préféré chez Gallimard, c'est précisément l'expérience avec Jean-Marie Laclaftine. C'est quelqu'un qui parle peu, mais qui parle juste. C'est un bon lecteur et qui nous défend auprès du comité de lecture. Pourtant, une fois, vous avez dit, pour que l'éditeur fasse bien son travail de conseil, il ne faut pas qu'il soit lui-même un auteur. Je pense. Pourtant, Jean-Marie Laclaftine est romancier. Bah oui, donc il consacre beaucoup de temps à ses livres, oui. Et peut-être que ce temps-là, il les consacrerait à ses auteurs. L'autre aspect inconfortable d'évoluer, de grandir, de pousser dans une aussi grande maison que Gallimard, c'est peut-être le défaut d'accompagnement. Oui, c'est Vous étiez un peu seul. Oui, c'est ça. Gallimard, c'est la Gaumont. C'est énorme.
On était 15 par rentrée, donc à un moment, c'est rationnel, hein, c'est une question d'allocation de ressources. Il y a tant d'attachés de presse, il y a tant de places dans la presse, ces ressources-là ne peuvent pas se distribuer de manière équitable sur tout le monde. J'avais le sentiment qu'il y avait des choix qui étaient faits. À qui on met en avant ? Voilà, et je comprends d'ailleurs. Effectivement, qu'un auteur qui vend beaucoup, à qui on a donné 200 000 € d'avaloir, il faut mettre quand même pas mal de moyens pour se rembourser. Et que pendant ce temps, il y a des livres qu'on laisse se débrouiller tout seul. Moi, mon premier livre, je ne l'ai pas vu, mais physiquement vu dans une librairie. Je ne pense pas que c'est propre à Gallimard. Si j'avais été chez Grasset, c'est le volume du tirage qui fait que le livre ne se voit pas. Et avec Feu, il s'est beaucoup vu parce que le tirage était très important, mais parce que je l'ai demandé. Mon premier, mon deuxième, mon troisième livre, je ne savais absolument pas ce qu'il fallait demander à un éditeur. Parallèlement à ces débuts littéraires, vous obtenez le statut de maître de conférence que vous conservez 2 semaines. Car au moment d'accepter votre poste à Paris X-Nanterre en 2012, vous cliquez informatiquement sur une mauvaise case sans retour possible. Vous voyez ça comme un acte manqué libérateur, la reprise en main de votre destin. Vous démissionnez en fait, c'est ça ? Alors, c'est pas exactement ça. J'ai obtenu un poste de maître de conf sociologie de la culture à Paris 10, donc un très beau poste en métier du livre. Et quand on me l'a donné, j'ai une énorme crise d'angoisse. Je me dis, en fait, ça y est, c'est bon, en fait. Comme je l'ai voulu, je l'ai eu, là. J'ai tout fait pour l'avoir. En fait, merde, je l'ai. Ça arrive, ça, quand on fait les choses pour de mauvaises raisons. Mais bon. Il y a une interface qui s'appelle Galaxy sur laquelle on doit cliquer « Oui, j'accepte le poste. Non, je le refuse ». Je clique « Oui, je veux le poste ». Le jour de la rentrée, en fait, j'ai un coup de fil en me disant « Pourquoi t'as refusé le poste ?» Je dis « J'ai pas refusé le poste, je suis prête, j'arrive demain, je prends le bus. » Et on me dit « Si, il y a une enquête avec un tracé d'électronique où on voit que j'ai cliqué « Non, j'en veux pas ». Et je n'ai aucun souvenir de ça. Pour moi, j'ai cliqué « Oui ». C'est là que j'ai pris contact avec des thérapeutes, ce qui ne m'arrivait pas avant. Donc c'est l'acte manqué. Il n'y a pas plus sincère, en fait, qu'un acte manqué. Il n'y a pas plus instinctif. C'est le cortex qui parle. En fait, je voulais tellement pas y aller. Et aujourd'hui, mais je n'ai jamais regretté sur aucun plan. C'est là que je commence à travailler dans une boîte qui s'appelle Sociovision. J'en démissionne au bout de entre 6 mois et 1 an, je ne sais plus exactement. Et là, ça me donne droit à exactement 100 jours de chômage. Je me souviens, c'est la seule fois où mon père a pas été d'accord avec ce que je faisais parce que je lui disais je vais profiter de ces 100 jours de chômage pour faire un livre. Et il m'a dit mais t'es surdiplômée, t'as 30 ans et en fait t'es en train de me dire que tu vas profiter du chômage pour écrire un livre. Il me dit mais c'est voilà, il me dit ce pays meurt de ça en fait. Et je dis waouh. Vous vous donnez donc 100 jours et pas un de plus. Pas un de plus, ouais. Pour écrire ce qui sera votre second roman, Rome en un jour, qui sortira en 2013. 100 jours, c'est vraiment pas beaucoup. J'avais tout calibré. J'ai calibré mon texte. Je me dis, je peux pas avoir plus de 300 000 signes. C'est pas raisonnable, en 100 jours. J'ai tant de chapitres. Je pouvais pas aller me coucher ou je pouvais même pas aller dîner si je n'avais pas terminé tel chapitre à tel stade de correction. C'est-à-dire que ça devait nécessiter 1 seule ou 2 relectures, pas plus, quoi. J'ai jamais rien écrit d'aussi concis. Et on m'a proposé de l'adapter pour le cinéma. Donc, je l'adapte pour le cinéma en ce moment, ce livre-là. Donc, merci Pôle emploi. Aldo s'allongea sur le transat, car l'essentiel sort mieux à l'horizontale. Alors voilà. Il était né en Moselle, n'y était pas resté. N'avait jamais vu Biarritz qu'en carte postale. Il était de ceux qui, sans naissance comme sans fortune, s'étaient précipités, par dépit et tête baissée, dans l'université française, sur le principe toujours vérifié du chien dans une église. C'était éclairé, c'était ouvert. Du coup, et à la suite d'une série de malentendus, il y était encore, pourvu d'un titre et du droit à dispenser lui-même un savoir qu'il n'était pas sûr d'avoir acquis. De fait, il s'abstenait à coups de bourse de recherche, ça durerait ce que ça durerait. Il dit qu'ils étaient des armées comme lui. Parfois, il rêvait sur la force inemployée de leur nombre. Sans travail, bac plus 8, qu'est-ce que ça pourrait bien donner avec des fusils ? Maria Pourchet, Rome en un jour. À la sortie de ce livre, vous allez perdre votre sentiment d'imposture grâce aux échos critiques qu'il suscite,
Télérama ou Le Monde sont pour vous des organes consacrants. En lisant ce roman pour cette émission, j'ai eu le même sentiment que pour Avancer, le précédent. Je trouve que vous n'y êtes pas. Enfin, c'est vous, mais une version polissée de vous-même. Comme si vous fabriquiez le roman qu'on attend de vous. Un roman qui me paraît un roman de petite maline, ironique mais pas trop, qui se moque de la bourgeoisie mais pas trop, avec le désir d'en faire partie, et surtout en fabriquant un objet qui reste en surface. J'aimerais vous lire une citation de Marguerite Duras, tirée de son essai intitulé, tout simplement, « Écrire ». Je crois que c'est ça que je reproche aux livres en général, c'est qu'ils ne sont pas libres. On le voit à travers l'écriture, ils sont fabriqués, ils sont organisés, réglementés, conformes, on dirait. Une fonction que l'écrivain a très souvent envers lui-même. L'écrivain, alors, il devient son propre flic. J'entends par là la recherche de la bonne forme, c'est-à-dire de la forme la plus courante, la plus claire et la plus inoffensive. Il y a encore des générations mortes qui font des livres pudibonds, même des jeunes, des livres charmants, sans prolongement aucun, sans nuit, sans silence, autrement dit, sans véritable auteur. Des livres de jour, de passe-temps, de voyage, mais pas des livres qui s'incrustent dans la pensée et qui disent le deuil noir de toute vie, le lieu commun de toute pensée. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous m'avez quand même balancé que j'avais fait des livres fabriqués. Ça, c'est pas sympa. C'est pas complètement vrai. Alors, c'est vrai sur le... Je tenais vraiment à une rigueur stylistique, à une démonstration de ce que désormais je savais faire. Il y a peut-être une confusion sur là d'où je viens. Je viens d'un milieu un peu plus bourgeois que le supposent peut-être mes premiers livres. Donc c'est assez naturel. J'ai pas de revendication sociale. Je suis quand même plus ou moins au même niveau que mes parents, un peu plus, quoi. Voilà, c'est propre à ma génération, il paraît. On va pas beaucoup plus haut que ses parents. Mais oui, je suis encore beaucoup plus préoccupée par la façon dont je dis les choses que par ce que je dis. Et c'est ce qui va vraiment changer après. C'est pas des livres qui répondent à une nécessité. Ils viennent pas du choc, ils reposent pas sur l'aveu. Ça, je l'ai éprouvé après. Je fais encore mes classes, en fait. C'est comme si vous avez fallu 3 romans, et surtout ce récit, Toutes les femmes sauf une, pour dire, selon les mots de Marguerite Duras, votre nuit ou votre silence. Alors ma nuit, elle existe un peu quand même dans Roman d'un jour, puisque ça parle d'un couple déjà déchiré qui n'en finit pas de se déchirer. Ça parle quand même de mon enfance. La singularité de votre voix de romancière commence à apparaître en pleine lumière avec ce roman, Champion, qui sort en 2015, soit la confession de Fabien, 14-15 ans, un ado désinvolte du début des années 90, élève récalcitrant, difficile, concentration aléatoire ou inexistante, qui se sent soutenu par un loup de Sibérie imaginaire nommé Champion. Une sorte d'Holden Caulfield, le héros de l'attrape-cœur de Salinger, qui n'aurait jamais été renvoyé de son internat new-yorkais. Fabien parle d'ailleurs souvent de se barrer à Manhattan. Fabien a fait une connerie, il raconte sa vie à une psy dans des carnets qu'il remplit. Vous décidez, plus ou moins inconsciemment, pour ce livre, de lâcher les chiens, si vous permettez cette métaphore animale. Ça vient d'une nuit blanche, suite à un Noël familial qui se passe pas bien. En gros, je dois dormir sur un canapé où toutes les névroses familiales s'étaient exprimées ce soir-là. Je pleure dans ce lit, j'arrive pas... Je suis une petite fille, quoi. J'arrive pas à m'endormir. J'ai la petite fille qui en veut à ses parents. Et en pleine nuit, je me dis... J'en peux plus, en fait. Il y a un truc à dégager. Il y a un truc à sortir. Qui est peut-être ce loup, qui est la part d'ombre. J'ouvre mon ordinateur et j'ai une image qui s'impose. C'est la cour de mon propre collège, qui s'appelait Notre-Dame, collège catholique privé. Et je vois un gamin qui entre dans ce collège avec un fauve, qui se sent beaucoup mieux, mais à la fois le fauve le protège, mais le sépare des autres. C'était bêtement mon refoulé, qui s'exprime à travers Champion. Et je ne savais absolument pas ce que j'allais écrire. D'ailleurs, c'est un gamin qui ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas pourquoi il est bouclé, il ne sait pas ce qu'il doit raconter. Et à la fin, en écrivant, j'ai su pourquoi je racontais ce livre. Quels étaient les traumatismes. Il y avait un enfant, quand j'avais 10 ans, dont le père était charpentier, qui habitait pas loin de chez moi, qui est tombé du toit, qui n'est pas mort tout de suite. Il s'appelait Romain Gary. Et l'ambulance n'a pas pu l'emmener à l'hôpital, donc elle s'est arrêtée devant la forêt où il y avait, près de laquelle il y avait ma maison. Et toute la nuit, j'ai vu l'ambulance clignoter. Elle est jamais repartie parce qu'elle ne pouvait pas. Il avait un traumatisme crânien et j'ai compris que ce petit garçon, il était mort dans l'ambulance. Parce qu'à un moment, elle s'est éteinte et elle est repartie dans l'autre sens. J'ai compris, en fait, que je le verrais plus.
J'avais tout oublié, son enterrement, j'avais pas eu le droit d'y aller tellement c'était... Et à la fin de ce livre, c'est ça qui se passe. Mais je ne savais pas que j'allais vers ça. J'avais totalement oublié ce truc, à quel point, je pense, ça avait arrêté mon enfance. Cette histoire m'emmène vers cette espèce de cimetière. On a des cimetières, je pense. Et déterre un corps qui est celui de ce petit garçon et qui fait ce livre. Dans cette histoire, personne n'est là pour plaire, juste se faire comprendre. Il sera question d'effraction, de perte de claque, de mort naturelle. Et si la démonstration l'exige, quelque chose pourrait brûler, on verra. Le sujet, c'est Fabien. Fabien, c'est moi. Et c'est ma mère qui en parle le mieux. Fabien n'est pas un cadeau, n'est pas le centre du monde, pourrait faire des efforts, n'ira pas loin, pourrait se coiffer avec autre chose qu'un râteau, va s'en prendre une, va se retrouver en pension. Maria Pourchet, champion. Le livre avance au rythme des cahiers remplis par Fabien, qui ne sait pas ce qu'il est en train de fabriquer. Il avance sans histoire apparente. Oui. On a une résolution à la fin, mais pendant tout le trajet du livre, c'est un gosse qui cause sans arrêt de son quotidien en pension, de ses potes, de ses profs. Mais comme il est vachement attachant, eh ben ça passe crème. Alors il y a des répliques tordantes, l'air de rien. Ma mère ne peut pas me voir. Je dois lui rappeler quelqu'un qui n'est pas un bon souvenir. Ou encore, quand il partage de toutes petites confidences mornes, par exemple, ils sont sur le terrain, moi sur le banc, inutile et congelé, point. Remarquez, je préfère, point. Je suis pas le gars qui se plaint. Moi, j'ai l'impression là de voir la petite Maria Pourchet qui, à 7 ans, voulait devenir Michel Audiard ou Bertrand Blier. Là, oui. Ah oui, bien sûr. Remarquez, je préfère, je suis pas le gars qui se plaint. J'aimerais bien qu'on parle à fond du style. Alors, d'abord, ce côté l'air de rien. Ouais. Le côté, ils sont sur le terrain, moi sur le banc, inutile et congelé, remarquez, je préfère. Je suis pas le gars qui se plaint. Ce petit côté, je suis là, mais je suis pas là. Ouais. Comment vous le fabriquez, ça ? C'est ce que fait Gary quand il devient Émile Ajar. Il n'est pas impressionné par le français, il le regarde dans les yeux, parce qu'il le connaît bien, c'est comme une femme en fait. Pour lui, moi c'est comme un copain. C'est la langue devient un pote. Quand je parlais à travers ce personnage-là. Et comme je parlais d'un enfant, je retrouvais moi-même le rapport joueur, cette façon de draguer la langue, de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et avec ce personnage-là, j'ai réussi. Comme il fallait faire parler un enfant de 14 ans, à qui j'ai donné un peu le tempérament que j'avais moi-même enfant, je retrouvais tout ce truc qui me faisait dire plus tard je serai un Michel Audiard. À propos du style, vous avez déclaré, je condense 2 interviews, j'écris à la fois comme on pense et comme on gueule, dans la même phrase. Mon style tient à la fois de mon oralité propre, j'oscille en parlant entre la rigueur et l'approximation des termes, entre la recherche du bien dit, la douceur des avis et une subite violence éternellement mal comprimée. L'impertinence et la violence sont des moyens d'expression que j'ai protégés depuis l'enfance. À l'oral, je suis parvenu à domestiquer ma violence avec le temps, après m'être rendu compte que cette façon de parler me faisait courir un risque de désocialisation. Je manquais de douceur. Oui. Comment vous le travaillez, le style ? Jusqu'à quel point ? C'est quoi une phrase réussie ? Une phrase réussie, c'est quand je la relis et qu'elle témoigne de quelque chose qui n'est pas supposé se dire en une phrase, où il en faudrait 10. Pour moi, il y a quand même une histoire de concentration, d'essentialisation. Il faut que je fasse gaffe parfois à ça, parce qu'il ne faut pas enchaîner trop de phrases qui essentialisent. Mais c'est quand j'ai réussi à faire tenir un monde dans une phrase sujet-verbe-complément ou dans 2 phrases, et qu'en plus, elle claque. Je le sens dans l'estomac, quand la phrase est bien. Parce que tant qu'elle n'est pas bien, elle me reste au niveau du larynx. C'est vraiment une expérience physiologique. Et j'ai encore du mal à respirer tant qu'elle n'est pas bien. Et quand elle est bien, ça descend. Je ne suis pas quelqu'un qui réécrit les phrases. Je suis quand même un auteur du premier jet. En fait, j'écris d'abord au kilomètre et j'ai quand même une seconde passe. Quelques kilomètres plus loin, comment le roman est-il accueilli ? J'ai eu une presse très différente, j'en ai eu beaucoup plus déjà. Il a eu un bouche à oreille très favorable, ce livre.
Champion vous permet aussi, autre cadeau, de recevoir vos premiers appels d'autres maisons d'édition. Oui. Vous quittez bientôt Gallimard pour aller chez Pauvert, une maison plus petite, plus attentive à ses auteurs. Et là, il se passe également un truc qui vous remue profondément. Vous devenez mère. Vous direz, l'accouchement, je l'ai vécu comme le séjour à la maternité dans un état de sidération. Déjà, l'impression dominante, loin de tout ce qu'on m'avait raconté, promis, était celle de revenir d'un accident de la route. Sidération aussi, parce que tous les repères s'effondrent en 24 heures. Ce que j'avais projeté pour moi, jusqu'alors, en termes de liberté, de temps, de réalisation, d'équilibre de vie amoureuse, serait désormais hors d'atteinte. Votre mère vous dit que ça aussi vous l'avez raté. Alors vous démarrez un récit assez bref, 137 pages au total, qui deviendra « Toutes les femmes sauf une », publié chez Pauvert en 2018. L'écriture est puissante et violente. Vous réglez vos comptes avec votre milieu d'origine, avec la soumission des femmes de votre lignée, surtout avec votre mère, arrogante et pas commode. C'est un livre que vous avez retenu longtemps en serrant les dents, mais à ce moment-là, vous n'avez plus peur. Le texte est écrit dans l'urgence et pour la première fois, il ne se fracasse pas sur l'ironie. C'est l'heure de ce que vous appelez le grand nettoyage. Qu'est-ce qui se libère en vous à ce moment-là ? Je voudrais préciser que ce livre est d'abord sorti sous forme de récit, tamponné récit, puisque mon contrat avec Gallimard, qui me permettait cette infidélité-là chez Pauvert, ne me permettait pas d'y faire de la fiction. Mais il y a une part de fiction dans ce livre-là. Tout ce qui est vrai, c'est des phrases en italique, c'est les phrases que les femmes disaient aux femmes dans ma famille. Typiquement, dans le livre, je dis que j'accouche d'une petite fille, j'ai un garçon, et la vie d'adulte que je prête à la narratrice n'est pas toujours la mienne. La narratrice rapporte que les femmes de son village voient sa mère comme étant arrogante et pas commode. Ce n'est pas la narratrice qui le dit. Et en poche, il est sorti avec cette précision-là qui disait que cette histoire était en partie une fiction. Elle a déjà oublié. Elle jurera sur sa tête couronnée que j'invente. Cette imagination tarée, vouée à détruire les siens, elle ne demandera pas où je l'ai prise. Elle le sait. Ton père aussi, il invente. Elle dira que je mens, pour tout. Mais ça n'a pas d'importance. C'est moi qui écris. Là, vraiment radicalement, la façon dont je dis les choses, je m'en fous. Il y a de la colère dans ce livre. Je le dis d'ailleurs à la fin, j'ignore d'où venaient ces phrases tournées dans la sécheresse et la vérité. J'étais dans un état de rage envers la génération d'avant, y compris envers moi, envers les conditionnements dont j'arrivais pas à me débarrasser, les danses que j'arrivais pas à casser, envers vraiment la reproduction que les femmes s'imposent d'une femme à l'autre, que l'éducation nous impose et tout le mensonge social en fait autour de la naissance, mais qu'aujourd'hui je perpétue aussi moi-même. Je continue à ne parler que de ce qui est merveilleux. Attendez-moi 2 secondes. Et après, il y a un patient derrière elle. Bonjour. Bonjour. Visite d'une femme en verre. Ne vient pas décoller le tract périmé, mais demande si j'allaite. Non. Insiste. Ai-je réfléchi ? Oui, depuis 1000 ans. Avide. Puisque dans une mare de sang, de pisse et d'eau, je viens d'apprendre la vérité. Je suis un animal. Ce qu'on transmet ainsi, c'est capital, madame. Arbitre la fille avec son verre, avec l'histoire pour elle, la science pour elle. Puis-je ignorer, si je suis là, la tradition des lieux ? Puis-je ignorer, surtout, que tout commence par le lait ? Vous la privez. J'ai attaqué 2 tabous, la mère. Je me suis rendu compte avec le lectorat que c'est très compliqué en littérature d'attaquer ce tabou-là, de le dénoncer, et de dénoncer certaines postures des mères, certaines vérités sur les mères, et l'autre tabou qui est la naissance. Et je m'aperçois qu'en abandonnant, en me débarrassant de cette obsession-là, je pense que j'ai commencé à atteindre mon propre style. L'état d'épuisement physique, cognitif dans lequel j'étais m'a permis de lâcher des digues et des protections et d'atteindre le noyau de ma propre langue. Donc mon style, mon vrai style, il commence avec toutes les femmes sauf une. Vraiment. Se débarrasser, quoi. Un vêtement après l'autre. 6, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai atteint ce nu-là, ou ce noyau-là, parce que c'était urgent de finir le livre, c'était urgent de balancer, c'était urgent de crier. Pour le coup, ce texte, il a été très peu changé.
Stéphanie Pollack, votre éditrice. Stéphanie Pollack m'a fait travailler sur l'agencement des textes, mais sur l'écriture elle-même très très peu. Elle m'a fait enlever des choses plutôt qu'en ajouter. Et en le relisant, je me suis dit, en fait, c'est comme ça que j'écris. C'est ça qu'il y avait. C'est ça mon Émile Ajar. Les femmes ne sont pas maladroites, Adèle, pas fatiguées, pas toujours. Elles sont parfois méchantes avec toutes les excuses de la terre. Tu les entendras répéter les mêmes sentences, s'adressant à la défaite les unes après les autres, sans merci, sans relâche. Ça fera partie de la rumeur du monde. Ne t'étonne pas, ne t'arrête pas. Rien ne commence par le lait, tu sauras ça. Or, pour les bêtes, chez les animaux que nous sommes, fous du désir de parler, ça commence par la catastrophe de la langue. Les mots qu'on nous dit, les phrases pour nous assommer, les phrases pour nous gouverner, les phrases pour nous endormir, interdire, séparer, les phrases pour reproduire, une fille après l'autre, tenue par la langue, que désormais je m'occupe à défaire comme leur tricot qui grattait à mort. Vous évoquez plusieurs fois dans ce livre, comme on vient de l'entendre, la haine et la méchanceté des femmes entre elles. C'est un petit livre que vous envoyez dans la gueule des femmes faibles, au temps où la littérature n'a plus d'estomac. Est-ce que ça a été bien reçu ? Ça a été très bien reçu par les femmes qui savaient de quoi je parlais. Mais ça n'a pas été bien reçu dans un environnement culturel et social où, pour le moment, ce que l'on dénonce, c'est les résidus de la domination masculine, c'est la virilité mal placée, c'est les abus de position des hommes, davantage que les femmes. Moi, il se trouve que dans ma vie familiale, professionnelle, sociale, ce que j'ai subi, la misogynie que j'ai subie, elle venait des femmes. Elle venait des femmes, ce que j'appelle les femmes faibles, ou elle venait des femmes qui voulaient conserver leur position, des femmes que j'agressais sans le vouloir et sans le savoir. J'ai subi des prises à partie concernant ce livre parce que je me trompe d'ennemis. Et alors que je dis pas que c'est des ennemis, je dis qu'il y a une forme de violence symbolique, qui pourrait même aussi être une violence physique, mais ça, j'en parle pas. Une violence symbolique d'autant plus forte qu'elle est tue, qu'elle n'est pas admise, qu'elle n'est pas décrite, qui est vraiment le tort fait aux femmes par les femmes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui m'ont remerciée. Notamment ce que je dis sur ce qu'on appelle la violence obstétrique. Mmh. Ça a vraiment un statut sur la façon dont on peut traiter les femmes dans les maternités. Et c'est que des femmes qui s'occupent des femmes. Et moi, j'en parle dans ce livre, j'ai vécu des humiliations, en fait. Des abandons. Toutes les femmes sauf une est finaliste du prix littéraire Le Monde et vous obtenez le prix Révélation de la Société des gens de lettres en 2018 pour votre 4e livre. Il n'est jamais trop tard pour être une révélation. Pour être révélé. Il s'écoule moins de 24 heures entre les dernières corrections de Toutes les femmes sauf une et le début de l'écriture du roman suivant, Les Impatients, qui sera votre dernier chez Gallimard. C'est la version romancée d'une enquête et de vos observations auprès d'entrepreneurs à succès âgés de 30 à 40 ans. Un livre que vous jugez mauvais et que vous m'avez même encouragé à ne pas lire pour cette émission. Pourquoi ? C'est pas l'enfant préféré, lui. J'ai du mal avec ce livre. C'est mon vilain petit canard. Donc c'est un livre qui répond à une commande, qui a été vraiment écrit très vite, où pour le coup, j'ai pas pu expérimenter ce que je venais d'expérimenter avec Toutes les femmes sauf une. En même temps, ça m'en a un peu reposé, parce que je ne parle absolument pas de moi. C'est une restitution d'enquête auprès des 30 plus jeunes dirigeants et dirigeantes françaises. C'est une romance quand même sur les élites où il s'agissait de restituer toutes les infos de mon terrain. Donc j'ai bien aimé la contrainte, j'ai bien aimé transformer un rapport en roman, j'ai adoré faire ça. Mais je peux relire mes livres avec émotion ou avec, en tout cas avec complicité vis-à-vis de moi-même. Celui-ci, je n'arrive même pas à le relire. Je ne suis nulle part. Il ne m'intéresse pas moi-même. Alors il remplit sa fonction documentaire. On me dit qu'il est très réaliste. Et ça, tant mieux, parce que c'était l'enjeu. Ce bouquin, moins on m'en parle, mieux c'est, quoi. Les Impatients, ainsi et surtout qu'une chouette nouvelle que vous publierez en 2020 chez Pauvert, Hippo Game sur l'hypogamie, ou le fait d'avoir un conjoint ou une conjointe de rang social inférieur au sien, me permet de vous demander
Travaillez-vous, Maria Pourchet, à être la mauvaise conscience de la bourgeoisie française, à étriller les riches, leurs privilèges, leur inconscience, leurs sales habitudes? Non. Il y a un côté entomologiste dans ma façon d'écrire quand je parle des personnages, finalement beaucoup plus que sociologue. J'aime bien relever les travers, des contradictions, des limites, et je les aime chez les gens. J'aime les limites, j'aime la lâcheté. Je n'aime pas ce qui est héroïque, donc mes personnages sont contrastés, sont confrontés à leurs errances, à leurs limites, à leurs angles morts, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse chez moi. Est-ce que vous vous souvenez de la toute dernière phrase des Impatients? Pas du tout. Même pas une piste? Ah si, on va enfin savoir si ça valait le coup d'attendre son heure. À suivre sur arteradio.com.